Je pense que votre question me pousse à donner l'aperçu général de l'avancement du processus démocratique dans notre pays. Nous sommes à notre 4e cycle électoral. Les 3 premiers cycles devraient en principe nous permettre d'acquérir une certaine expérience et avancer par rapport aux questions de fond. C'est-à-dire que par rapport à l'évolution du processus démocratique, il y a des avancées du fait que à chaque fin d'un cycle électoral, on en organise un autre. Même quand nous avons eu quelques difficultés au point de faire un glissement, c'est le cas par exemple des élections de 2018 qui auraient pu avoir lieu en 2016. Mais sur le plan de renouvellement des mandats, sur le plan de l'alternance, nous avons assisté à l'alternance démocratique et de manière apaisée. C'est ce que disait l'autre fois, je crois à la veille de ces élections de 2018, lorsque le président honoraire, son Excellence Joseph Kabila Kabange, avait tenu son dernier message à la nation au niveau du Congrès. Il avait dit clairement que l'histoire, la vraie histoire des Congolais, c'est celle qui sera écrite, comme disait d'ailleurs Lumumba, par les Congolais eux-mêmes. Et il disait ça en répondant à la question de savoir si on était à même d'organiser ces élections seuls sans l'appui de l'extérieur. Et bien justement, nous avons organisé ces élections ici aussi de 2018 avec les fonds propres du gouvernement congolais. C'est un acquis, c'est le genre de choses qu'il faut consolider, qu'il faut préserver. Là, c'est par rapport à l'alternance, au renouvellement de la classe politique. Alors, ça fait quel avantage? Aujourd'hui, nous avons un ancien président en vie, sénateur à vie, et aujourd'hui, nous avons un président en exercice, et tous cohabitent, il n'y a pas de problème. Par le passé, il fallait que l'un reste en vie et que l'autre meure. Comme ça, on est sûr qu'on gère bien. Mais vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, on peut vivre avec autant de présidents sans chercher que les uns soient éliminés physiquement. C'est un avantage, puisque ceux-là qui restent en vie après avoir rendu de loyaux services à la nation, ils peuvent encore être utiles, soit à des prochains cycles électoraux, ou alors être de bons conseillers. Ne pas faire comme ce que quand même venait de faire Corneille Nangaa, qui a été président de la CENI, et qui tombe bas pour se retrouver coalisé, faire une alliance de coalition de groupes armés, de mouvements terroristes, tous ceux qui se sont caractérisés par des atrocités. En violation d'ailleurs des dispositions constitutionnelles qui voudraient que cesse l'acquisition du pouvoir par les armes. Ce n'était qu'une parenthèse. Pour revenir à la question, c'est que, à part la question des renouvellements de mandats, il y a quand même un problème fondamental, c'est celui lié à l'opportunité, à comment nous capitalisons l'opportunité même de l'organisation des élections. Et cela commence par la mise en place du cadre institutionnel, du cadre juridique. Comment est-ce que les Congolais capitalisent l'occasion de l'élaboration des instruments juridiques devant régir l'institution habilitée à organiser les élections? Pour notre cas, c'est la CENI. Ça commence par là. Est-ce que les élus, qui sont nos représentants, ils sont regardants par rapport aux lois qui doivent régir la commission chargée de l'organisation des élections? Est-ce qu'ils veillent à ce que la mise en place des animateurs de cet organe, que ça se passe dans des conditions qui rassurent tout le monde, puisque bien la politique, moi je considère ça toujours comme un ring où les gens se font la guerre sans se faire du mal. C'est un rapport de force, des idées forces. Et donc, c'est un cadre qui doit rassurer toutes les parties au processus, n'est-ce pas, électoral. Et vous savez que
lors de la mise en place des animateurs de la CENI, actuellement, ceux qui dirigent sont arrivés dans une situation de controverse. De controverse, puisque celui qui était choisi bien avant, il avait été récusé. Et finalement, on a eu l'actuel président Kadi. Bref, c'est tout ça qui doit rassurer et garantir l'indépendance et les assurances aux acteurs à ces processus. Bon, ça ne se limite pas là-bas. Par la suite, comment est-ce que fonctionne cette CENI? Pour nous assurer qu'ils sont en train de veiller aux aspects de planification, de provision et de prévision, de sorte que, au jour des échéances clés, comme c'est le cas, par exemple, pour d'ici le 20, demain, qu'on n'assiste pas à des lamentations. Soit qu'à tel endroit, il n'y a pas eu les matériels électoraux, soit qu'à tel endroit, on a réduit le nombre de bureaux, soit que les bulletins étaient insuffisants et qu'on sort. Ça doit se préparer. On ne doit pas, à la dernière minute, commencer à courir derrière ceci, cela. Bien, pendant ce temps, le temps passe. Parce qu'il est prévu que déjà à 6 heures, les gens se rendent dans les bureaux de vote et qu'ils commencent à voter. Alors si c'est à 6 heures qu'on doit chercher à déployer les matériels, ça peut être un problème. Alors, je disais qu'on n'arrive pas à capitaliser cette opportunité dans le sens où les ambitieux à différents niveaux ne s'acquittent pas de la vraie raison, du vrai devoir auquel ils doivent répondre. Un ambitieux, c'est quelqu'un qui a une vision. C'est quelqu'un qui a à côté de cette vision un programme pour matérialiser la vision. Et dans ce programme, on doit voir des actions concrètes, ce qu'on appelle les IOV, les indicateurs objectivement vérifiables. Est-ce que ceux qui ont battu campagne, ils ont bâti campagne sur base d'une vision, avec un programme de société? Et quand je parle de programme de société, ça ne se limite pas au verbe. Hier, je suivais la télé 50, j'ai vu une dame qui est ambitieuse à Kinshasa, qui m'a impressionné positivement. Elle est allée au plateau de télé 50, non seulement avec des idées, avec une très bonne présentation, mais avec un plan. Quand elle dit, elle vient se rendre utile surtout pour améliorer l'habitat. Elle vient même avec un plan. C'est-à-dire, un ambitieux, il doit être holistique. Si tu viens avec une idée, tu dois savoir que ton idée, pour être matérialisée, aura besoin des avis d'autres experts dans d'autres domaines. Si tu viens améliorer l'habitat, mais tu ne sais pas que pour faire passer des routes, par exemple, des avenues, tu dois casser certaines choses, des parcelles des uns et des autres. Quelle est l'alternative pour celui qui va voir sa maison démolie parce que la route doit passer, parce que l'avenue doit passer? Bon, il n'y a pas que ça, la route passe. Mais c'est quoi le plan de l'électrification? Mais c'est quoi le plan d'adduction d'eau? C'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Nous sommes dans une région où la jeunesse constitue la majorité de la population. C'est quoi les espaces ou quelles prévisions, si vous voulez, des espaces récréatifs des jeunes? C'est très important. Un jeune doit s'épanouir non seulement intellectuellement, mais physiquement également. Ok? Et donc, c'est tout ça qui n'a pas été pris en compte. Les gens ont bâti campagne, les uns ont choisi l'angle d'attaquer ceux qui les ont précédés en disant ils ont échoué. Comme ils ont échoué, élisez pour moi, parce que moi je vais réussir. Mais sans même dire comment ils vont réussir. Ils ont promis ceci, ils n'ont pas fait. Moi, votez pour moi, moi je vais faire. Même toi, tu ne dis pas comment tu vas le faire, avec quels moyens et pour quelle période. Comme ça, ça permet aux électeurs avec lesquels vous êtes en train de signer les contrats sociaux, de vous évaluer et à un certain moment, ils peuvent voir sur leur tableau de bord et dire celui-là, tel qu'il se comporte, il ne va pas atteindre nos objectifs. Ok, on l'attend au tournant, comme ça on ne va pas les réélire prochainement. Puisque là aussi, les gens doivent savoir que la population, même quand vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, s'il est encore en cours de mandat, eh bien, il est dans la légalité d'être là où il se retrouve, même s'il est en train de perdre votre confiance, d'où la perte de la légitimité à un certain moment.
Et donc vous devez les tolérer et ne pas prendre les armes parce que quelqu'un ne s'est pas bien comporté. Un élu qui ne joue pas son rôle, vous n'allez pas couper son mandat en cours. Vous allez attendre la fin de ce cycle pour le sanctionner. C'est là que je parle toujours de la politique de la carotte et de la chicotte. Celui qui fait bien son travail, le moment venu, vous devez l'encourager en investissant encore la confiance en lui. Mais s'il n'a pas bien fait son devoir, vous pouvez le remercier en disant « repose-toi maintenant ». Comme ça, on envoie quelqu'un d'autre. Donc, le renouvellement de la classe politique ne passe pas forcément par le changement d'individus, même si le vrai changement passe également par les changements de personnes. On commence par les changements de personnes. Mais il y a des personnes qui se sont bien comportées et qui méritent de gagner encore la confiance de la population. Et ces gens-là, vous n'allez pas les mettre dans le même panier que ceux-là qui ont échoué. Le fait pour moi de revenir sur cette question, c'est parce que la plupart des ambitieux à différents niveaux, que ce soit à la législature nationale comme à la députation provinciale, n'ont pas présenté de programme de société. Ils ont plus critiqué ceux qui ont échoué et se montré comme des Moïse, les sauveurs, qui viennent faire la différence sans dire comment, avec quels moyens, pourquoi, avec qui et pour quelle période. C'est ça la difficulté. Et pire encore, et je regrette pour ça, bon, je peux bien comprendre parce que ça sera une première expérience. Imaginez les ambitieux conseillers municipaux. Tout ce qu'ils ont réussi à faire, c'est de mettre leurs photos à côté de l'ambitieux candidat député provincial ou national. Comme ça, quand celui-là va campagne, on sait que s'il faut voter le candidat conseiller, il faut voir celui-là, dont la photo se trouve au coin de l'affiche du candidat député national, du candidat député provincial. Mais c'est un problème. Savez-vous pourquoi on est en train de faire les élections au niveau local? C'est pour rapprocher les gouvernants des gouvernés. Mais regardez, on aura maintenant des conseillers municipaux qui n'auront pas battu ni dans leur avenue, ni dans leur cellule, ni dans leur quartier, ni dans leur commune. Ok? Puisqu'on va faire cette formalité au même moment, ils vont bénéficier seulement des voix. Bon, du coup, il y en a ceux qui auront la chance d'être proclamés élus. Mais sans avoir bâti campagne, sans avoir signé le contrat social avec la population. Je regrette, c'est seulement parce que c'est une première expérience qu'on peut se tolérer, mais c'est très grave. On aura des conseillers municipaux qui viendront apprendre l'ABC et qui n'auront pas eu le temps d'être en face des électeurs de leurs entités respectives pour se mettre d'accord sur ce qu'ils vont faire, ce qu'ils doivent faire, avec quels moyens et comment. Figurez-vous, nous avons des avenues qui sont bouchées. Rappelez-vous ce qu'a commencé Père Sonam, le notable Roger Rachidi Toumbula, l'ancien maire de Goma. Il a commencé au niveau des artères principales, mais il se pose toujours le problème dans les avenues, dans les deux communes de Goma et de Karisimbi. Il n'y a pas un seul bourgmestre qui a pris le courage de poursuivre l'action du maire dans les avenues. Il faut pour cela des conseillers municipaux qui viennent très courageux et qui parlent aux populations. Il y a certains citoyens qui ont des moyens et lorsqu'ils construisent, ils débordent de quelques mètres sur les avenues selon qu'il a ses moyens. Et quand vous osez lui dire il peut avoir X ou Y autorité dans sa poche, et puis ça, on laisse passer. C'est comme ça que vous arrivez dans des avenues où à un niveau vous avez par exemple 10 mètres, mais plus si vous avancez, vous vous retrouvez avec 5 mètres. C'est-à-dire peut-être les 10 premiers, à une distance d'1 kilomètre, un véhicule peut entrer, mais après, c'est seulement la moto qui peut entrer. C'est bouché quelque part. Quelqu'un s'est permis avec son argent, il a débordé de 2-3 mètres sur l'avenue. Ce sont là des questions pertinentes qui doivent être traitées par les conseillers municipaux. Et comme ça, le mal c'est quoi? Lorsqu'il y a des incendies dans les avenues et que l'ambulance vient pour sauver les gens, vous trouvez l'avenue bouchée. On ne peut pas apporter assistance aux gens parce qu'à un certain niveau, quelqu'un s'est permis de déborder de quelques mètres. Des constructions anarchiques. Du coup, il y a des problèmes d'addiction d'eau puisque même pour faire passer la tuyauterie d'eau, il faut suivre, ça doit être des lignes droites et de ne virer que lorsqu'il y a une autre avenue ou sous-avenue. Ça fera la même chose avec l'alimentation en électricité, les poteaux qui doivent être installés. Et ça va plus loin aujourd'hui avec la NTIC. Il y a maintenant l'action ou le transport de la fibre optique qui doit suivre les avenues. Tout ça, ça doit être pensé par des gens de la contrée.
Et ces gens, ce sont eux qui doivent être élus comme conseillers municipaux. Puisque justement un conseiller municipal, il ne sera pas dans la commune de Goma, il se retrouve élu dans la commune de Karisimbi. Et vice-versa. C'est quelqu'un qui est là, qui vit au quotidien la situation des gens, de son avenir, de sa cellule et de son quartier. Malheureusement, ce sont ceux-là qui seront élus sans avoir bâti campagne, sans avoir signé contrat social avec la population. Et du coup, ils auront des difficultés d'exercer leur travail. Et ils sont malheureux parce qu'ils sont du quartier. Il y en a ceux qui se feront attaquer par la population. Seulement parce qu'ils n'ont pas eu suffisamment de temps d'expliquer à la base ce qu'ils comptent faire. Un conseiller municipal, lui, c'est un représentant de la population d'une entité bien proche. Lui ne va pas aller à Kinshasa, attention. Lui ne va pas à Goma s'il est de Butembo. Puisque ceux-là qui vont être élus députés provinciaux et qui sont des bénis de Butembo, ils ne vont pas rester à Butembo, ils vont venir au siège de la province, n'est-ce pas, au chef-lieu. Et ceux qui l'ont élu, ils auront du mal à les avoir à tout moment. Mais les conseillers municipaux, ils seront là, du 1er au 30, 24 heures sur 24. Le matin, quand il va au bureau, le soir, les populations peuvent les revoir et lui dire, papa, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi vous ne faites pas ça? Donc ils doivent faire attention puisqu'ils sont le plus rapprochés de la population. Et lorsqu'ils ne font pas bien leur travail, cette population en colère, révoltée, risque de se décharger sur eux. C'est là qu'ils doivent faire attention, ils doivent être très méticuleux, ils doivent être très pertinents dans ce qu'ils vont faire. Et c'est pourquoi je regrette de voir qu'ils n'ont pas eu à faire campagne, ni à signer le contrat social. Ils passent dans l'ombre des députés, soit provincial, soit national. Et ça, c'est très malheureux. Donc, bref, la campagne n'a pas été bien battue, puisque ça a été fondé sur les échecs des autres, mais aussi, au lieu pour d'autres de parler de communier avec la population, de discuter, comprendre leurs profondes aspirations. J'ai vu personnellement hier un candidat député national pour la ville de Goma monter sur sa limousine. Il avait quelques affiches de sa photo avec un numéro d'ordre de la CENI. Il prenait 1000 francs ou 2000 francs. Il enveloppe avec la photo. Il commençait à remettre partout où il donnait. Il passait. Écoutez, quand vous voyez quelqu'un faire comme ça, une corruption en plein air les jours de la campagne, puisque quand il fait le tour de la ville de Goma, il aura peut-être fait 30, 40, 50 km en train de poser cet acte. Ce sont des francs congolais, des milliers de francs congolais qu'il est en train de donner au vu de tous, n'est-ce pas? Et c'est filmé, photographié. Et vous pensez qu'à la fin, il ne va pas comptabiliser combien d'argent il a dépensé? Quand il aura fait le calcul de tout ce qu'il a dépensé en termes de donations en plein air, soit monnaie de banque, billet de banque, soit t-shirt, soit assistante à celui-ci ou celui-là, et puis les carburants qu'il a mis dans sa voiture, les locations de la voiture, puisque la plupart, vous les voyez rouler avec des voitures, ce ne sont pas leurs voitures. Ils ont pris pour les besoins de la cause, pour les besoins de la campagne. Mais après, ils doivent payer des domaines tertiaires. Aujourd'hui, qui pense à l'agriculture, à la pêche, l'élevage, à l'artisanat, à l'industrie. Salut quand même à son excellence Julien Paluku qui vient de montrer que le secteur de l'industrie peut porter aux Congolais. Aujourd'hui, nous avons des carreaux qui sont produits en RDC, à Maluku, et bien d'autres choses qui sont maintenant possibles. Vous connaissez l'histoire des batteries en Afrique. Aujourd'hui, le centre de poule devient, avec le temps, la République démocratique du Congo, notre pays. Voilà pourquoi j'encourage toujours le leadership par escalier. Julien a appris à faire un leadership par escalier. Et à chaque niveau de gouvernance où il est passé, il a appris des choses qui le maintiennent, qui font à ce qu'il soit spécial parmi d'autres warriors. C'est pour ainsi dire que nous avons assisté à une campagne qui n'en est pas une, dans la mesure où les gens n'ont pas fait ce qu'il fallait faire. Les gens ont plus pris du temps à se justifier, à se victimiser, et d'autres encore montrer qu'ils viennent faire la revanche. Et du coup, nous tombons dans ce qu'on appelle « ôte-toi que je m'y mette ». Quand on est dans le « ôte-toi que je m'y mette », quand vous arrivez, vous n'améliorez pas. Vous dites, comme l'autre avait volé et qu'on ne lui avait rien fait, moi aussi je peux voler. Et quand tu voles et qu'on te reproche le vol, tu dis, le vol devient mauvais parce que c'est moi qui l'ai fait, alors que mon prédécesseur l'avait fait, vous l'avez laissé libre.
Vous voyez? Donc nous risquons de rester dans un perpétuel recommencement des antivaleurs, dans un perpétuel recommencement de mauvaises pratiques. Et c'est très dangereux. C'est très dangereux puisque si votre prédécesseur s'était mal comporté dans un domaine comme dans un autre, vous avez l'obligation de faire la différence. Et ne pas commettre le même erreur en disant que si on vous reproche, on aura été injuste envers vous. C'est très dangereux. C'est comme ça que vous voyez la plupart des gens qui commettent des bavures au vu et au su de tous. Et quand on leur fait des reproches, ils disent « Vous êtes méchants ». Mon prédécesseur avait fait pourtant la même chose, vous ne lui avez rien fait de mal. C'est seulement à moi que vous faites, donc c'est de l'acharnement. Non. Nous avons rompu avec celui-là. Vous, quand vous venez, vous devez faire la différence, améliorer partout où il a échoué. Voilà autant de regrets que moi j'ai. Mais je me dis que nous sommes trop jeunes en termes de la démocratie. Nous devons partir des essais-erreurs. Voilà pourquoi il faut donner toujours la chance aux gens. Et maintenant que nous avons fini la campagne, je voudrais lancer un message, celui de responsabiliser tous les ambitieux qui ont posé des affiches par-ci par-là, de les retirer puisque c'est ce que prévoit la loi. Ça, c'est la première obligation. La deuxième obligation, c'est de rester communiés avec leurs différentes bases, les gens qui les ont soutenus pendant la campagne, pour qu'ils se préparent et aller voter demain, tous. Mais après, ils doivent s'attendre aux résultats de manière calme, apaisée. Ne pas être incité à la révolte ou à des soulèvements ou poser des actes de vandalisme ou d'extrême violence. Pourquoi? Parce que dans un processus électoral, il est connu de tous dans le monde entier qu'il y a ce qu'on appelle les contentieux électoraux. Il y en aura. Il y aura des revendications, des plaintes, n'est-ce pas? Des lamentations. Tout celui qui aura ce genre de situation, on ne lui dit pas d'amener les gens dans la rue. On lui demande de se référer à l'instance habilitée à recevoir les recours et suivre la procédure jusqu'à la fin sans inciter les gens au soulèvement. Parce que les élections doivent être prises comme un rendez-vous de déchirement des populations, des communautés. Ça doit être un rendez-vous de consolidation de la cohésion. Parce que l'ironie du sort, c'est qu'un député, même quand il bat campagne au compte d'un parti politique ou d'une famille politique ou d'un regroupement politique, identité par rapport à sa provenance, mais une fois proclamé élu, il cesse d'appartenir à ce petit groupe. Il devient un élu, un représentant de toute la circonscription. Donc, il représente et ceux qui ont voté pour lui et ceux qui n'ont pas voté pour lui. Personne ne peut avoir l'unanimité. Même Jésus qui est Dieu, le Fils de Dieu, n'est-ce pas? Il n'a pas eu l'unanimité dans son propre monde. Comment vous, candidat député, vous pensez avoir l'unanimité? Parce que vous avez eu des gens, beaucoup de gens derrière vous. Il y en a peut-être qui vous suivent pour recevoir les billets de banque que vous distribuez. Alors qu'ils sont ailleurs. Vous comprenez? Donc, les gens doivent faire attention et ne pas nous plonger dans le chaos seulement parce qu'ils ont perdu les élections. Écoutez, quand on va dans les processus électoraux, on s'attend toujours à 2 résultats, pas 3. Il n'y a pas de match nul en élection. C'est soit vous êtes vaincu, n'est-ce pas, ou vous êtes vainqueur. Vous gagnez ou vous perdez, c'est tout. Il n'y a même pas de match nul. Donc, sur 4 sièges pour la ville de Goma, pour être précis, vous avez plus de 300 ambitieux. Vous voulez imaginer que 50 vont passer? Non. C'est seulement 4 personnes qui seront proclamées élues et beaucoup d'autres vont rester chez eux à la maison. Des citoyens lambda comme vous et moi, messieurs les journalistes. Encore que même ceux qui seront élus, ils vont commencer à être esclaves des électeurs. Malheureusement, chez nous, quand on est élu, on pense qu'on est super-homme. Quand on va à la banque, on veut être le premier à être servi. Quand on va dans un service public pour recevoir, bénéficier d'un service, on veut toujours avoir la première place. Écoutez, ça c'est très grave. Vous devez être des modèles quand vous êtes des élus. C'est pour ça qu'on vous appelle des honorables. Malheureusement, même quand on est ambitieux, on commence à se faire appeler honorable. C'est très dangereux. Honorable, c'est un qualificatif donné à quelqu'un qui est passé au baptême de feu et qui a reçu l'unanimité, la majorité des électeurs. C'est alors qu'on lui colle la qualité d'honorable.
tumuheshimie ule alipita kwa baptême de feu walimchagua, anakuwa honorable, il devient un modèle. C'est pas quelqu'un qui s'enflamme, qui s'agite, qui répond n'importe comment, qui emploie n'importe quel concept, comme je le vois avec certains, qui emploient des mots grossiers, hein, qui communique avec beaucoup d'orgueil. Non, il faut être humble, être honorable, c'est-à-dire être simple. Comme on dit, hein, il faut avoir de l'humilité. Et l'humilité, c'est ce qui précède de la gloire. Donc, c'est ça mon conseil. J'appelle la population à aller massivement à leurs différents bureaux de vote pour voter. Voter utile. Voter les gens sur base de leur vision, programme de société avec des actions qui sont des indicateurs objectivement vérifiables. Et après, attendre les résultats. Si vous avez voté pour quelqu'un qui n'a pas été élu, écoutez, il faut boire un verre d'eau, il faut se calmer. Il faut se calmer et s'il y a des plaintes à faire, aller vers les cours et tribunaux habilités pour recevoir. Encore qu'il faut avoir la qualité et la compétence pour introduire des recours. C'est tout ça qu'il faut suivre et ne pas s'agiter et nous plonger dans les chaos. Il ne faut pas que les gens oublient que nous sommes en train d'organiser ces élections pendant qu'il y a la guerre dans ces pays et que déjà des territoires sont exclus. Le territoire de Rutshuru et le territoire de Masisi. Ils n'ont pas participé à ces élections. Et vous avez vu certains leaders de ces entités, comme s'ils ont perdu de l'espoir, ils quittent leur circonscription, ils viennent battre campagne à Goma. C'est très dangereux quand même. Il y a des gens qui ne sont pas capables de prendre les risques avec la population. Lorsque ça ne va pas, ils vont ailleurs. C'est très grave, c'est un signe. Moi, je vais seulement conseiller la population d'aller massivement voter pour qu'il y ait un taux de participation quand même important, n'est-ce pas? Sinon, si on y va très peu, nous allons réduire les taux de participation. Et vous allez voir quelqu'un qui passe un élu du peuple avec 800 voix, parce que les gens ne sont pas allés massivement. Et c'est très dangereux. C'est quelle légitimité pour une population de milliers de gens, mais un élu, il passe avec 800 voix, peut-être 2000 voix. C'est insignifiant par rapport à la masse de la population dans une circonscription donnée. Il faut avoir... Ça aurait été mieux que pour une circonscription où il y a 1 million d'électeurs, par exemple, que les élus obtiennent un quart, n'est-ce pas, de cet électorat attendu, n'est-ce pas? Mais faute d'un taux de participation élevé, nous risquons d'avoir un élu avec 1000 voix, 1500, peut-être 3000 voix. Et c'est très dangereux. Donc voilà ce que je voulais dire à cette occasion. J'appelle vraiment la population à aller voter dans le calme et après avoir voté, comme c'est un jour férié, qu'ils rentrent à la maison, suivre les résultats de la part de la bouche autorisée qui est la CENI. Je voudrais les appeler à éviter l'intox, la désinformation et à fabriquer des résultats, les publier dans les réseaux sociaux puisque c'est ce qui va inciter à la révolte, à la haine. Et quand ça révolte et que ça pousse à la haine, ça va appeler à la violence. Et quand ça appelle à la violence, ce sont des atrocités auxquelles nous allons assister. Mais malheureusement, la jeunesse vient de se lancer dans ce processus de façon éparpillée. Ils ont éparpillé leurs efforts. Les uns sont allés à gauche, d'autres à droite. Donc, en tout cas, les efforts des jeunes sont éparpillés. Et donc, la chance de réussir pour les jeunes est tellement réduite. Nous saluons quand même quelques leaders qui ont pris certains jeunes comme leurs colistiers. S'ils passent, nous savons que ça sera une possibilité pour que ces jeunes aussi se retrouvent. C'est une bonne chose. Mais nous savons que les jeunes, même s'ils sont partis nombreux, mais de manière dispersée, c'est comme ça qu'ils ont éparpillé leurs efforts au lieu de les mettre ensemble. Donc c'est un risque énorme pour que la plupart des jeunes ne puissent pas remporter les élections. Ce n'est qu'une expérience. J'espère qu'à la prochaine, ils vont tirer les leçons de cette élection et se ranger en ordre de victoire à de prochaines occasions. Mais c'est déjà une expérience et c'est un très bon départ. Nous osons croire qu'il y a un début à tout. Et nous pensons que dans les années à venir, les jeunes vont vraiment, par la voie démocratique, arracher la place qu'ils méritent en tant que la majorité de la population dans une démocratie. Ce sont les jeunes qu'on devait voir dans les institutions à tous les niveaux, que ce soit au niveau national comme au niveau provincial. Les jeunes méritent leur place pour participer à la prise de décision. Mais pour cela, il y a des préalables, entre autres. Rester solidaire, organiser,
échanger sur leur perception commune de la situation du pays et envisager des actions communes mais concertées également. Hein, n'est-ce pas? Et pourquoi pas passer aux primaires lorsqu'on doit se lancer dans un processus électoral. C'est ça mon message. Et celui de les appeler encore une fois au calme, parce qu'on n'attend que des résultats dans ce processus. Soit vous êtes élu, soit vous ne l'avez pas été, vous devez attendre les prochains tours. Je rappelle que vous êtes Monsieur Dutubira, vous êtes le chef de la division provinciale de la jeunesse et cohésion nationale. Emmanuel Télévision vous remercie pour le service que vous rendez à la République. C'est moi qui vous remercie.